Honorable jury, opposants, bonsoir. Aujourd'hui, chers camarades, nous allons aborder un sujet qui nous interpelle tous. Marocains, Français, Américains ou quelle que soit notre nationalité. La monnaie virtuelle constituera inéluctablement la monnaie du futur. C'est là où se pose la vraie question. Cette monnaie, cette nouvelle monnaie, constituera-t-elle vraiment la monnaie du futur? Et pour répondre à une telle question, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans un petit voyage appelé le retour en arrière. Auparavant, on utilisait le troc au lieu de la monnaie. On troquait des produits pour d'autres. Mais si, par exemple, un vendeur de tomates a décidé ou avait besoin d'une vache, pensez-vous qu'il serait capable de troquer dans ce cas? Ou pensez-vous qu'il passerait les 3 prochaines années à faire le compte ou compter plus d'1 million de tomates? Certainement, cette vache serait morte. Ou probablement, le propriétaire de cette vache aura du ketchup au lieu des tomates. C'est pour cette raison que l'État inventa ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie divisionnaire, ou tout simplement les pièces. Mais ces pièces avaient plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, héroïne qu'elle était, l'État inventa un autre type de monnaie, la monnaie fiduciaire, ou tout simplement les billets. Justement, ces billets ont conduit le monde vers tout ce qui est meilleur. Et on pouvait tout simplement porter un seul billet de 200 dirhams au lieu de 200 pièces. Et pour faciliter encore plus la tâche, l'État inventa ce qu'on appelle la monnaie scripturale, pour pouvoir stocker de grandes sommes d'argent dans des banques. Mais ne pensez-vous pas que ces banques qui sont censées nous faciliter la vie sont en fait en train de nous voler? Comme l'avait fait la Banque Centrale Européenne en 2013, elle a volé tous les dépôts, plus de 100 000 € pour se recapitaliser. Alors là, intervient notre héroïne préférée, la monnaie virtuelle, notamment comme le Bitcoin, qui n'est qu'un petit bout de texte, mais qui peut valoir une fortune. Je m'intéresse à l'avenir, car c'est là où j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Fin de citation. Cette citation de Woody Allen représente tout à fait notre position. Mes camarades et moi, essayons d'aller de l'avant. Alors, visons plus loin et croyons au changement. Merci. Avant tout, je tiens à présenter mes vœux à toutes les femmes. Bonne fête. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables jurys, chers camarades, bonsoir. Tout d'abord, je vais commencer par vous définir ce que c'est la monnaie virtuelle. C'est une monnaie qui permet d'effectuer des paiements en ligne à partir d'un site internet et elle est stockée dans des logiciels. Après le troc, l'utilisation des métaux et des poudres en guise de monnaie, la création des pièces d'or et d'argent, puis l'ouverture de la première banque qui produit des billets, la monnaie virtuelle ou la crypto-monnaie a vu le jour en 2009, juste avant le NFC, Near Field Communication, le paiement via le téléphone. Et bien sûr, l'apparition de cette monnaie électronique a eu une incidence sur l'économie mondiale ainsi que sur l'être humain. Un succès planétaire après quelques années seulement d'existence. Des centaines de personnes et quelques institutions bancaires sont devenues fortunées grâce à cette forme de monnaie scripturale détournée et utilisée par des spéculations non contrôlées. Or, les conséquences, pour le moins désastreuses et cauchemardesques, allaient surgir et perturber l'économie mondiale. Comment alors peut-on supposer que la monnaie virtuelle pourrait constituer un moyen inéluctable et rassurant de gérer les finances dans le futur? C'est une utopie loin d'être compatible avec la nature de l'être humain. Et c'est ce que mes camarades et moi allons vous démontrer durant ce débat, preuve concrète. Alors prière de nous tendre l'oreille attentive. Et merci. Et puis, pourquoi pas la monnaie virtuelle? Si vous me dites que ces crypto-monnaies sont anonymes,
qu'ils sont intraçables, qu'ils pourront servir à des actes terroristes? Eh bien, je vous dirais que premièrement, toutes les transactions faites à l'aide de crypto-monnaies ne se font pas de manière anonyme et que deuxièmement, aucun attentat terroriste qui s'est déjà déroulé n'a été financé par le Bitcoin ou aucune sorte de crypto-monnaie. Si vous m'avancez le problème du blanchiment, de la liquidité, de la volatilité de ces crypto-monnaies, eh bien, je vous dirais que c'est un problème qui n'est pas structurel. C'est un problème auquel on pourra trouver des solutions par un simple encadrement. Par un simple encadrement. Par un simple encadrement et quelques petites réformes. Demain, aucun de ces problèmes n'existera. À part le fait peut-être de vouloir rester en arrière et de résister à l'évolution, et oui, c'est un problème assez grave, mes camarades, mais que ni moi, ni aucune autre institution monétaire ne pourront régler. Et je m'en excuse. Et puis, pourquoi pas le Bitcoin? Dans un pays ne disposant pas d'institutions solides, où dont la monnaie est notoirement instable, cette apparition, ce développement et cet éventuel triomphe des monnaies virtuelles pourraient se révéler comme un contrepoids face à la dollarisation de certains pays et du risque de la perte de l'indépendance économique et par conséquent de la perte de l'indépendance. Nous le savons tous, mesdames et messieurs, la guerre que subit notre monde aujourd'hui est une guerre purement économique. Ce sont de simples conflits d'intérêts qui ont fait non pas des centaines, non pas des milliers, mais des millions de morts chaque jour et continuent à le faire. Et continuent à le faire. C'est cette hyper-globalisation du dollar américain, par exemple, qui fait de lui un outil mettant l'Amérique ou les États-Unis en position de dominance et tant de pays, faibles économiquement certes, mais tellement prometteurs, avec tant d'opportunités en position de soumission, les laissant à la merci de personnes qui ne pensent qu'à s'enrichir plus et plus vite. Eh bien, si le Bitcoin représente cette issue de secours, une alternative, un moyen de faire perdre ce contrôle, cette monopolisation de certaines économies sur d'autres, une chance, une opportunité, une alternative, alors oui, oui, oui et 1000 fois oui au Bitcoin. Aujourd'hui, je me tiens devant vous plus motivée que jamais, car ce que nous débattons est un sujet des plus fondamentaux et qui doit nous interpeller tous, non seulement nous, économistes du futur, mais vous aussi, chers camarades. Et par ce fait, je vous incite à être un peu plus prudents et vertueux, car ce sujet-là, nous l'avons traité maintes fois en cours d'économie générale. Et qu'enfin, les notions, les théories économiques, ça nous connaît, parce que c'est simplement notre domaine par excellence. De toute façon, admettre que nous sommes en bonne voie n'est pas notre sujet. Passons. Il est peut-être facile pour certains de supposer que notre position n'est pas en notre faveur et que la monnaie virtuelle pourrait être éventuellement la monnaie du futur, puisqu'elle ne cesse de devenir de plus en plus employable et praticable. Mais savez-vous à quel point cette monnaie pourrait être fatalement destructrice et maléfique et calamiteuse? Oui, cette monnaie que vous semblez défendre tant, celle que vous prenez pour la Saint Graal, la monnaie des monnaies, la libératrice, la Jeanne d'Arc ou je ne sais quoi. Oui, cette monnaie, chers opposants, peut être destructrice des systèmes économiques les plus puissants au monde, et je dis bien les plus puissants au monde, pour le simple fait que la monnaie virtuelle ne bénéficie d'aucune garantie de convertibilité en monnaie souveraine. Elle a une valeur d'usage, certes, mais certainement et absolument pas de valeur tangible. Par exemple, la valeur du Bitcoin ne repose sur aucun actif sous-jacent. Maintenant, si vous me dites que ces utilisateurs n'ont plus le droit de l'échanger contre de l'euro ou du dollar ou bien n'importe quelle autre monnaie réelle,
Alors en ce moment-là, je dirais, et en pesant mes mots, et en assumant parfaitement les conséquences, vous êtes très très bien foutus, chers utilisateurs. Vous avez tout perdu en un clin d'œil. Je pense que mon message est très très bien passé, bien reçu, et donc pas besoin d'en détailler davantage. Et je pense également qu'il est grand temps de remettre vos convictions en question. N'est-ce pas, ou serait-ce parfaitement narcissique de ma part de penser ainsi? Merci. Cher public, bonjour. Chers camarades, je respecte ton enthousiasme, mais c'est le fait que tu sois économique qui m'attriste le plus, défendant ta position. J'aimerais bien adresser une question à vous, public, mais surtout à mes chers opposants, qui ont pris tellement de plaisir à nous énumérer tous les inconvénients de la monnaie virtuelle depuis juste ces quelques minutes, depuis que les débats ont commencé en fait. Mais là n'est pas notre sujet. Là, ma question plutôt c'est... Alors j'aimerais bien vous adresser une question, c'est pourquoi ces gens-là, ces penseurs, ceux qui ont inventé les bitcoins, pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait depuis le début? Parce que par hasard, nos institutions monétaires profitent tous les jours et prennent leur petite part en commission de toute transaction qui se fait tous les jours et s'enrichissent jour après jour, puisqu'ils ne le sont déjà. Vous savez, les crises, elles sont avant tout des crises bancaires. Des crises ont la confiance en système bancaire. Parce que ce créateur des bitcoins a bien observé ces crises-là et a pensé à développer une monnaie sans banque comme étant un intermédiaire. Et voilà qu'on a eu la monnaie virtuelle, notamment le bitcoin, qui est une monnaie libre n'appartenant à personne. Vous allez me parler de contraintes, vous l'avez déjà fait même. Alors il fallait s'assurer qu'un billet passe d'une poche et atteigne l'autre poche, comme la monnaie liquide, la monnaie fiduciaire normalement. Alors un réseau peer-to-peer a été créé. Il fallait aussi s'assurer qu'un même billet ne puisse être utilisé deux fois. C'est pour ça que toutes les transactions se registreront sur le même registre. Et voilà donc. Comme ça, on a pu créer un système libre, distributif, partagé et public, permettant à toute la communauté de vérifier l'authenticité du système, d'où sa transparence. Et comme je l'avais mentionné, c'est un système distributif. Donc, si quelqu'un par hasard désire corrompre le système, il doit le faire sur tout le réseau. Et comme ça, les monnaies virtuelles vont, par conséquent, nous permettre de vaincre un problème mondial qui a suscité tellement d'efforts intensifiés mais vains de la part de la grande organisation mondiale des Nations Unies. Parce que, mesdames et messieurs, la corruption, ce n'est pas seulement une violation des droits humains les plus fondamentaux, mais s'encontre directement, d'une manière directe, au développement du monde entier. Et puis, chers opposants, s'il vous plaît, franchement, arrêtons de vivre dans l'illusion. Arrêtons de radoter, arrêtons de se mentir à nous-mêmes toutes les 2 secondes. Parce que le nombre de transactions aujourd'hui est devenu colossal et se multiplie de jour en jour d'une vitesse vertigineuse, d'une vitesse effarante. Le Bitcoin, lui, mesdames et messieurs, va nous permettre de faire 2000 transactions par jour. Maintenant que le monde s'apprête à faire ce pas gigantesque, ne venez surtout pas me dire qu'on va bloquer sur des petits risques qu'on pourrait tout simplement réglementer par des lois. Et puis, sincèrement, avez-vous déjà vu un changement sans risque, quelle que soit sa nature? Parce que, je suis désolée, mais si on réfléchit de la même manière, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je suis désolée, mais nous serons en train de vivre dans les années 20, pour ne pas dire le Moyen-Âge. Parce que, mesdames et messieurs, trop de réflexion et trop d'habitude mènent à la répétition. Et finalement, condamnent à un monde qui n'évolue certainement et n'évoluera certainement jamais. Mesdames et messieurs, merci. Savez-vous, chers opposants, qu'au Maroc, les autorités financières viennent de statuer officiellement la célèbre et l'emblématique monnaie virtuelle, le Bitcoin, interdite. Le Royaume suit ainsi l'exemple d'autres pays tels que l'Inde, la Russie, la Chine, l'Allemagne, et j'en passe, bien sûr de grandes puissances économiques et plusieurs raisons sont derrière les inquiétudes de ces instances économiques et de leurs décisions. Tout d'abord, commençons par ce que c'est qu'une monnaie virtuelle. Une monnaie qui n'est
une monnaie sans valeur intrinsèque, une monnaie qui n'a pas de support physique, une monnaie qui est, contrairement aux euros et aux dollars ou alors au dirham, n'a pas de contrepartie ou sous forme de pièces ou de billets. Elle n'est le passif d'aucune banque centrale ou institution monétaire. Elle n'a, en d'autres termes, aucun cours légal. Elle n'offre donc à ce titre aucune protection à ses utilisateurs, pas de garantie de remboursement et aucun recours en cas de transaction frauduleuse. Pas étonnant que le Bitcoin et ses rejetants soient perçus comme l'escroquerie du siècle. Car au fond, à quoi servent ces monnaies virtuelles? À peu de choses, sinon à effectuer des transferts de fonds discrets, autrement dit au blanchiment, ou à se procurer dans l'anonymat des produits illicites tels que la drogue. Elles ne peuvent jouer aucun des rôles traditionnellement attribués aux monnaies par les économistes. Et sa trop grande volatilité le rend impropre à jouer le rôle d'unité de compte ou de réserve de valeur. D'ailleurs, il ne faut pas être docteur en économiste pour comprendre qu'une monnaie aussi volatile ne pourrait constituer le système d'échange de nos économies. Malheureusement, pour les esprits lucides, à supposer même qu'il existe un moyen de vendre à découvert cette monnaie, cette stratégie est à proscrire et pourrait s'avérer désastreuse. Comme Paul de Gaulle l'a si bien dit, je cite, « Dans un monde imaginaire où les marchés seraient dotés de propriétés autorégulatrices qui empêchent l'apparition de crises financières, les monnaies virtuelles pourraient être un gage de stabilité, pas dans le monde réel. » Fin de citation. Merci. Chers opposants, vous dites que cette monnaie menace les plus grands systèmes économiques. Est-ce qu'il s'agit bel et bien des systèmes où les riches s'enrichissent au détriment des pauvres? Si c'est le cas, je tiens à vous dire que je ne trouve pas que c'est vraiment un inconvénient. Et ça prouve aussi que le fait que vous soyez des économistes ne garantit point votre maîtrise du sujet. Encore plus, ce dont vient de parler l'une de vos camarades est tout simplement une répétition, car nous avons déjà répondu à tout cela. Chère audience, que dire? Je ne sais que dire. Je n'ai vraiment plus de mots. Je suis pleine de honte. Une honte qui me prend aux tripes et qui me lie la langue. J'ai honte, oui, j'ai honte d'entendre des jeunes gens pleins de vie dire non, non à l'évolution, dire non au progrès, dire non à la révolution, dire non au renouveau. J'ai honte. Je suis épuisée par leurs mots, fatiguée, exténuée, éreintée de les voir reculer sans cesse en prétextant des risques, la peur des risques, une peur qui n'est en vérité qu'une lâcheté, une peur qu'ils appellent raison. Oui, ils appellent ça être raisonnable. Chers opposants, si l'être humain avait été raisonnable, comme vous le dites, sachez qu'on serait toujours ignare, abruti, qu'on penserait toujours que la terre est plate, que la lune est faite de fromage et que se tartiner le crâne d'excréments fait pousser les cheveux. Chère audience, vous l'aurez compris, il ne faut pas dire non. Il est l'heure de dire oui. Il est l'heure de dire oui, comme l'ont fait ceux dont le nom n'a pas été oublié, ceux qui ont pris des risques, ceux qui ont changé le monde. Chère audience, si vous dites non à la monnaie virtuelle, vous dites non à un monde où toutes les barrières n'existent plus, à un monde où tout est possible, à un monde où la vie n'est plus une vie de servitude, à un monde où le présent est un présent fait par le passé qui a dit oui au futur, qui a dit oui à la vie où nous ne sommes pas asservis, où nous ne sommes pas asservis, où un simple clic suffit pour nous donner tout le pouvoir nécessaire. Alors dites oui, car nous ne sommes pas la génération de la raison. Nous symbolisons, nous représentons le progrès. Alors progressons, jeunes gens, progressons.
Vous essayez de cacher tout simplement votre incompétence en prolongeant vos textes. Des petits risques. Non mais, chers opposants, même votre jeune âge ne justifie pas votre inconscience. Et c'est grave. La nature humaine est très fragile, car on est vulnérable. Et ce système scriptural ou virtuel nous pousse à consommer plus, jusqu'à s'endetter ou même se surendetter. Tout ça à cause des cartes bancaires et des services proposés par le système monétaire scriptural, qui nous permet de financer des achats, le plus souvent des futilités non nécessaires. Et malgré que le client ne possède pas l'argent, et même si ce dernier le possède, croyez-moi, cet argent ne va pas tarder à se vaporiser. Ces cartes de crédit ont été créées pour nous donner l'illusion que l'on peut dépenser autant d'argent qu'on veut. Tandis que quand vous sortez vos billets, vous vous rendez mieux compte de la somme que vous payez est palpable. Cher auditoire, soyez honnête. Si je vous donne un chèque d'une valeur de 50 000 dirhams, vous serez autant satisfait que si je vous donne la même somme en billets. Vous la voyez, vous la sentez. La jouissance n'est pas de la même intensité. En plus, la grande majorité d'entre nous ici présents devrait envisager de faire des économies, car la vie devient de plus en plus chère, tandis que les salaires stagnent. Alors, comment osez-vous penser qu'on ne pourra éviter le règne de ce système étoffé de failles et constituant une menace pour l'humanité et pour le monde entier? Si certains, obnubilés par la magie des nouvelles technologies et par certaines idéologies démagogiques, dénuées de tout principe et de toute valeur spirituelle, se laissent déplumer car vivant dans le virtuel, accepteriez-vous de subir le même sort? Ne vaudrait-il pas mieux garder les pieds sur terre au lieu de se fier aveuglement à un système loin d'être garanti? Sachez que le plus grand braquage virtuel a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 janvier. L'équivalent de 430 millions d'euros se sont évaporés de la crypto-monnaie CoinCheck suite à un piratage. Cessez donc, chers camarades, de rêver, de fantasmer, la réalité est autre. Notre nature humaine exige des moyens adaptés à nos sens, valeurs et sentiments. Notre monnaie fiduciaire nous convient et on ne peut la plaquer pour des chimères. Notre jeune âge alors. Excusez-nous. Excusez notre jeune âge. Parce qu'évidemment, vous ne l'êtes pas tellement si. Et, cher économiste, vous parlez d'économie, alors que si mon père, qui est chercheur, docteur et prof universitaire en sciences économiques, était ici présent, je vous l'assure qu'il va vous tirer dessus, vu vos arguments très insensés. Déjà, je vous conseille de changer de filière, car ce n'est pas vraiment votre truc. Cher auditoire et opposants, vous souvenez-vous de cette leçon où l'on rappelait cette phase transitoire entre le socialisme et le capitalisme? Comme nous le savons tous, l'État refusait complètement la banque, tandis que la société et le peuple encourageaient celle-ci. Pourquoi l'État refusait-il la banque? Aussi simple que ça peut paraître, parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de perdre son pouvoir. De nos jours, le monde est témoin d'une nouvelle ère, d'une nouvelle phase transitoire où la monnaie virtuelle essaie de remplacer les banques. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi cette monnaie est apparue? Ou justement, comment a-t-elle pu atteindre des buts dans un intervalle si minime que la banque n'a pas pu atteindre dans un très grand intervalle de temps? 2008. Cette année, ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? Oui, bien évidemment que oui. C'est la crise mondiale de 2008.
Il y a quelques siècles, l'État a osé, elle a osé nommer ces billets d'argent une monnaie fiduciaire. Et fiduciaire, c'est un adjectif qui veut dire signifiant la confiance. Alors, après cette crise mondiale, le peuple s'est senti trahi. Alors, il a décidé de créer sa propre monnaie. Une monnaie qu'il contrôle lui-même. Une monnaie qui ne le trahira jamais. C'est la monnaie virtuelle. Donc, arrêtez de nous parler des pays de pays qui ont refusé la monnaie virtuelle et l'ont réclamée illégale. Car c'est bien évident que le pire cauchemar de l'État serait probablement d'assister à l'hégémonie d'une monnaie qu'il ne contrôle pas et puis perdre son pouvoir. Parlons de pays qui ont refusé cette monnaie, il y en a d'autres qui l'ont acceptée et qui cherchent à traiter la monnaie virtuelle comme étant un bien inévitable. Et il y a même quelques lois qui sont imposées, qui considèrent la crypto-monnaie comme étant un droit inévitable et personnel. La monnaie virtuelle se répand de plus en plus dans notre monde. Et plus cette monnaie est utilisée, moins elle sera volatile. Alors, chers opposants, arrêtez de penser au fait que cette monnaie est risquée et que les utilisateurs risquent de perdre une fortune à cause de cette certaine volatilité. Car ne vous inquiétez pas, car d'ici quelques années, quand cette monnaie sera utilisée par tout le monde, nous n'aurions rien à craindre. Merci. Primo, nous ne sommes pas ici à nous vanter par rapport à nos origines et notre milieu parental, parce que vous aviez bien évidemment dit que ton père ou je ne sais quoi, mais plutôt d'avancer des arguments pertinents. Secondo, on n'est pas en train de défendre le système capitaliste, notre sujet est par rapport à la légitimité de la monnaie. Passons. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui ne cesse d'évoluer, grâce ou à cause des nouvelles technologies. Des technologies qui ont pour rôle de faciliter la vie des humains, mais qui veulent faire de nous des robots, des gens qui se nourrissent sur le besoin de vivre dans un monde virtuel, de piétiner toute la beauté et la splendeur du monde extérieur, et de s'enfermer sur soi et chez soi, de peindre la nature avec des couleurs sombres et grisâtres et de s'enivrer, je dis bien s'enivrer, du fantasme et de l'illusion de vivre avec les gens, tandis que nous vivons abusivement seuls. Cela peut vous sembler outrageusement poétique, mais puisque vous avez du mal à concevoir et paradoxalement le langage mathématique et cartésien, alors j'espère, en doutant fortement, que vous allez appréhender celui-ci. Je vais vous raconter une petite histoire, ou bien une chose qui m'est arrivée. J'ai regardé un jour un film, célèbre d'ailleurs, que nous connaissons tous sans exception, et qui relate parfaitement ce sujet, et en l'occurrence, la réalité dans laquelle nous vivons. Un film qui porte une réplique célèbre, qui résume un peu un effet néfaste de la monnaie ou bien du monde virtuel sur la vie de nous tous. Et ce film n'est autre que The Matrix, et je cite « N'as-tu jamais fait ces rêves néo, ces rêves qui ont l'air plus vrais que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Le monde du rêve et le monde réel. Le vrai problème qu'expose cette réplique est celui de ne plus pouvoir se détacher du monde virtuel et en devenir inlassablement accro et captif. L'Internet a déjà initié à ceci. Et maintenant, nous vivons aussi la transformation de la monnaie. La monnaie, celle qui a
durant des siècles et des siècles, concrétiser des milliers, voire des milliards, voire des trilliards, vous pouvez choisir le nombre qui vous paraît bon, des milliards et des milliers et des milliards de transactions de biens et services. Petit à petit, malheureusement, nous nous détachons sans le ressentir de notre réalité, de nos mœurs, de nos valeurs, de nos vertus les plus précieuses, tout en étant des personnes antisociables, complexées et bourrées, je dis bien bourrées de problèmes idéologiques et sociaux. Merci. Chers opposants, à vous écouter, j'ai pu tirer deux constatations, ou plutôt deux hypothèses. La première, c'est que vous n'arrivez pas à voir vraiment ce qui se passe autour de vous. La deuxième, c'est alors que vous faites en sorte de le négliger. Parce que, chers opposants, franchement, voir des gens au XXIe siècle, des jeunes gens annoncer de tels propos m'a, à vrai dire, ébahi, voire abasourdi. Le monde, chers opposants, comporte une certaine technologie qui évolue constamment et hâtivement. Tout aujourd'hui, il n'est plus question que de monnaie. Tout prend la voie du virtuel. Prenons un exemple, ou plutôt des exemples, puisqu'on y est. Le livre matériel, eh bien, ce petit objet est en voie d'extinction, et ce, malgré tout ce dont les amoureux du livre ont parlé. Parce que la conjoncture de la vie l'impose, c'est comme ça, qu'on le veuille ou pas. La boussole matérielle, eh bien, à part le petit jouet, cet objet est introuvable. Les boutiques, par exemple. Puisque je vis dans le XXIe siècle, je n'ai pas besoin d'aller chercher une boutique pour acheter mes affaires, je n'ai pas besoin non plus qu'on me ramène des choses pour les toucher, pour croire qu'elles existent. N'est-ce pas, chers opposants? Et pour finir cette belle liste d'exemples, je vais parler de vous, chers opposants. Aujourd'hui, chacun de nous possède une version virtuelle propre à lui. Donc, en consultant mon ordinateur, je pourrai voir vos photos, vos réactions, qu'est-ce que vous faites de votre journée, et j'en passe. N'est-ce pas si beau, le progrès qu'a fait le monde en si peu de temps? En fait, ce qui paraissait hier irréalisable, infaisable, inexécutable, paraît aujourd'hui aussi simple qu'ordinaire. Et figurez-vous que ce qui paraît aujourd'hui de la science-fiction paraîtrait dans le futur habituel et normal aussi. Ça s'appelle le changement, chers opposants. Ça s'appelle le changement. Et le changement n'est pas nécessaire à la vie. Le changement, c'est la vie. Mesdames et messieurs, merci. Quelque chose de totalement virtuel peut aisément être aussi polluant qu'un pays tout entier. Car contrairement aux billets et aux pièces qui sont dans notre poche, la monnaie virtuelle n'a pas d'existence physique. Elle n'est qu'une devise virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'existe que sur Internet. Elle repose sur un logiciel ou un réseau informatique décentralisé de machines, dont le rôle est de valider les transactions entre deux parties, comme le ferait une banque en temps normal. Sauf qu'on ne parle pas d'une poignée d'ordinateurs, mais d'une batterie de machines survitaminées qui marchent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et qui dit millions d'ordinateurs interconnectés, dit également une énorme consommation d'énergie. En effet, cette monnaie virtuelle est en effet minée par les ordinateurs de millions d'utilisateurs à travers le monde. Et plus son prix est élevé, et prenons là encore l'exemple du Bitcoin, qui vient d'atteindre un nouveau record, à peu près $8 000, plus ces utilisateurs estiment rentable de consommer plus d'énergie afin d'en créer. Et en croire les calculs du spécialiste Alex De Vries, l'industrie mondiale du Bitcoin consommerait à elle seule 26 TWh d'électricité par an, l'équivalent de la consommation d'un pays tel que l'Irlande. Les experts estiment donc que la consommation d'électricité du Bitcoin ne fera qu'augmenter dans les années à venir et atteindra à peu près l'équivalent de la consommation mondiale en 2020. Faisons le compte, une transaction de Bitcoin égale la consommation journalière de 9 foyers. Une transaction de Bitcoin égale à 122 kg de CO2. Une heure de minage égale la consommation annuelle de 15 personnes. En 2020, consommation du Bitcoin égale la consommation de la Terre entière. Un vrai désastre écologique. La monnaie virtuelle constituera inéluctablement la monnaie du futur, un futur dont je doute fort l'existence.
Chers camarades, honorables jurys, notre débat touche hélas à sa fin. Pour conclure, je voudrais rappeler l'importance du changement. Je voudrais que vous preniez le temps de vous rendre compte et de réaliser de la vitalité de l'innovation et de la créativité. C'est la capacité de l'être humain à sortir des crises auxquelles il a fait face plus fort. C'est sa capacité à apprendre de ses erreurs qui lui a permis et lui permet et lui permettra toujours d'aller toujours plus haut et toujours plus loin. La révolution n'est jamais douce, la révolution n'est jamais facile. Mais l'évolution, chers camarades et chers jurys, l'évolution est toujours et exponentiellement bénéfique. C'est toujours risqué, je vous l'accorde. Mais comme l'a si bien dit le sénateur Robert Francis Kennedy, seuls ceux qui sont prêts à prendre le risque d'une terrible défaite rencontreront une formidable victoire. Le changement fait toujours peur. C'est l'inconnu, c'est sortir de sa zone de confort. Mais c'est également avoir de la perspective, avoir de la vision pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour donner le meilleur de nous-mêmes, nous dépasser et repousser nos limites. Merci. Si vous avez votre versant virtuel, alors cela ne veut pas dire que tout le monde vit dans le virtuel comme vous. Revenez sur terre, chers opposants. Dans une intervention à ce sujet, Liliane Held a dit, je cite, « La monnaie virtuelle détruit les États. Marché financier, crise financière, dette publique, injection massive et dangereuse de liquidités par les banques centrales, constituant ainsi les causes de l'effondrement des économies et par conséquent une menace fatale pour l'humanité. Si nos camarades Dupour prétendent qu'on ne peut arrêter le progrès et que nous sommes soi-disant obligés de suivre le courant, je leur rappelle que cette attitude irresponsable mène à la catastrophe. Je vous prie alors, chers opposants, d'ouvrir grand vos oreilles. L'économie mondiale s'est dérobée. Ces gigantesques flux qui dominent depuis plus de 20 ans nos économies n'ont pas réduit les écarts de richesse entre les pôles industrialisés et les autres régions du monde. Au contraire, ils les ont accentués. Rabelais n'a-t-il pas dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? En êtes-vous conscient? Vouloir utiliser uniquement la monnaie virtuelle ou encore n'engendrerait que des conséquences désastreuses dans le futur et partout dans le monde. Des sommes colossales détournées, des banques dérobées, des entreprises en faillite, des individus mis sur la paille du jour au lendemain. Comment peut-on alors se permettre de fonder l'économie mondiale sur un système aussi défaillant et aussi faible? Par ailleurs, comment peut-on avoir une confiance absolue en ce système alors qu'on perd toute notion de la réalité? Guidés par nos impulsions, ensorcelés par une idéologie maléfique qui a fait de nous des consommateurs inconditionnels et consentis. Liberté, indépendance, disponibilité mondiale, sûreté et frais de transaction avantageux sont autant d'arguments avancés par les adeptes de monnaie virtuelle. Je vois, chers opposants, que vous attachez tellement à votre position en voulant à tout prix nous convaincre et convaincre notre cher public par des faits, comment dirais-je, illogiques. Heureusement que mes camarades et moi sommes là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers camarades, notre débat touche bientôt à sa fin. Il s'avère ainsi que le sujet d'aujourd'hui, aussi fort intéressant d'ailleurs, à cause ou grâce à sa pertinence et sa subtilité, nous pousse à présenter deux conceptions bien distinctes. D'un côté, ce que nos camarades Dupour ont présenté. Et cela se comprend parfaitement parce qu'ils font partie de la grande majorité de personnes crédules, endoctrinées par une idéologie qui use diaboliquement les médias et des nouvelles technologies. Une majorité malheureusement déconnectée de la réalité et qui sombre dans une profonde léthargie, le virtuel. De l'autre côté, nous essayons de démontrer avec logique et raison, exemples concrets et événements historiquement vécus, la réalité amère que nous réserve une telle initiative, non pour un futur lointain, mais pour le présent même. Je ne pense pas que l'on peut nier la situation économique actuelle, déplorable actuellement.
Le relationnel, humain, dénué de toutes les valeurs humaines se résume de nos jours à quelques chiffres seulement. On l'a matérialisé. Il n'y a plus de contact chaleureux, palpable ou juste humain entre les gens. Tout se déroule automatiquement et à distance dans le virtuel. Pas besoin de vous faire un dessin, vous vivez déjà la même chose. On nous a poussés à vivre en fantasmant et on a perdu pied. Cela s'est répercuté sur la gestion de nos moyens au point de nous surendetter. Merci.